Ah, c'est maintenant. On poursuit la conf avec le CETIM, 15 minutes pour apporter des éclairages complémentaires à ce qui vient d'être dit dans une conférence. La transition écologique et énergétique, c'est le truc du moment. Pour des raisons éthiques ou économiques, tout le monde veut produire propre et il y a des moyens de le faire. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec nos invités. D'abord Laurence Chéria, déléguée générale d'Artema, bonjour. Et David Godino, le dirigeant de Alliance Machine Textile, bonjour. Laurence, on commence avec vous. Produire propre, c'est une préoccupation forte et de longue date pour les adhérents d'Artema. Oui, ça fait très longtemps qu'on travaille sur le sujet de l'environnement au sens général et qu'on a deux axes en fait de travail sur le sujet. Un axe 1 qui est plutôt sur limiter les rejets et aller vers l'économie circulaire. Et on a commencé à travailler sur cet axe-là depuis 1993 où on a créé une commission environnement. Et un axe aussi qui est avoir des procédés plus propres, plus sobres, plus économes, à la fois en consommables mais en énergie. Donc voilà les deux axes sur lesquels on travaille avec nos adhérents. Mais ce que j'aimerais dire en même temps, c'est que les industriels n'ont pas attendu que ça devienne à la mode pour travailler sur ces sujets-là et qu'il y a énormément de bonnes pratiques et il y a plein de petites choses que font les industriels qui peuvent être reprises ailleurs. Et donc on travaille aussi beaucoup sur les échanges de bonnes pratiques qui permettent de trouver des petits tuyaux pour améliorer en fait la consommation d'eau dans les usines ou de pas jeter mais de recycler, etc. Alors, la notion d'exemplarité. Donc l'économie circulaire, c'est une chose, on y travaille depuis longtemps, c'est un process qui est long et compliqué à mettre en place. Les économies d'énergie, ça par contre, c'est quelque chose qu'on peut faire tout de suite et il y a plein de moyens, notamment à la mécatronique. Alors oui, parce que par la mécatronique, on introduit de l'intelligence en fait dans des produits mécaniques, donc on arrive à les réguler, c'est-à-dire à les piloter, à faire en sorte qu'ils agissent que quand on en a besoin, qu'ils ne délivrent pas par exemple trop d'air dans le pneumatique inutile. On peut aussi avoir des procédés qui permettent d'éliminer l'air, d'éliminer les pertes, et puis aussi de distribuer davantage l'air là où, au point précis, là où on en a besoin. Et donc en fait, on a travaillé depuis de nombreuses années, mais là, tout récemment, on a refait une deuxième édition du guide pour la performance énergétique des transmissions et automatismes pneumatiques que l'on a sorti là tout récemment, avec toutes les nouvelles bonnes pratiques et tout, par exemple, pour la partie préhension par le vide, les pompes à vide, il y a quand même pas mal de choses qui bougent. Il y a toutes les pick and place, toutes les soufflettes. En fait, tout ça, ça a énormément changé et permettre des économies d'énergie. Et la mécatronique peut apporter une baisse de la consommation énergétique de 90% dans le cas, par exemple, des pompes à vide ou dans le cadre des entraînements dans les pick and place. Donc, c'est juste énorme. Un sujet énorme et qui coûte pas grand-chose. Donc, voilà. Par contre, il faut bien analyser les choses. Et puis, le guide permet de trouver des petites astuces et puis de voir et de comprendre là où il y a les fuites et comment on peut faire pour optimiser tout ça. Donc ça, voilà, un des sujets majeurs. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en particulier dans ce guide, enfin dans cette édition-là? C'est vraiment, il y a des nouvelles bonnes pratiques. Les bonnes pratiques d'hier sont toujours bonnes, évidemment. Oui, ça ne change pas. Je pense que c'est plus le développement de la mécatronique qui permet d'apporter davantage de précision aussi à l'utilisation d'une transmission pneumatique au bon moment, au bon endroit, avec l'air dont elle a besoin pour fonctionner. Ça sert à rien de mettre des pressions très fortes quand on n'a pas besoin de pression si forte. Et en fait, c'est ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à prendre des marges de sécurité très importantes en disant on ne sait jamais, aujourd'hui il faut adapter à l'utilisation. Et donc en fait là c'est là-dessus qu'il y a beaucoup de choses de faites. Et c'est ce qui est expliqué. Et comment on fait, comment on distribue l'air au bon endroit, voilà. Et la mécatronique le permet, ce qu'on ne pouvait peut-être pas faire avant. Ouais. Et puis il y a quelques années on parlait de chasse aux fuites et puis maintenant on parle d'optimisation. On va plus loin. À chaque fois un cran supérieur. Ouais. Non, tout à fait. Et forcément, vos adhérents, c'est des gens qui sont plutôt notamment électro-intensifs, qui consomment beaucoup, ils produisent beaucoup, donc ils consomment. Et fatalement, on n'est pas les trop économies électro-intensif quand même. On ne produit pas de l'acier, certes. On ne fait pas de la forge, ni de la fonderie, ni de l'acier, qui sont effectivement les industries les plus électro-intensives. David Godino, vous êtes spécialisé dans l'ennoblissement des textiles. Tout à fait. Alors déjà, qu'est-ce que c'est quelle est votre activité finalement? Alors, le secteur textile est relativement vaste. Nous, on intervient sur l'étape d'ennoblissement, c'est-à-dire
l'étape dans laquelle on va donner la couleur et la qualité, la finition du textile. Il y a plusieurs typologies de teinture textile, teinture fil, teinture pièce, teinture sur article confectionné. Et Alliance Machine Textile est spécialisée dans la conception de machines éco-efficientes pour la teinture pièce, c'est-à-dire des rouleaux de tissu qui vont ensuite être utilisés pour l'habillement, pour l'ameublement ou également pour les textiles techniques. Oui, on ne le sait pas, mais en fait, on est assis, on est habillé un peu grâce à vous et aux gens qui font le même métier que vous. Hein. En tout cas, on essaye de proposer à nos clients des machines éco-efficientes qui vont leur permettre de relever les challenges qui sont les leurs. Alors justement, hein, une machine éco-efficiente, c'est quoi? Ça passe par quoi? Alors, un procédé de teinture, c'est traditionnellement du tissu qui circule dans de l'eau. Et cette eau, elle va être à la fois chargée en pigments pour faire la partie teinture et en produits chimiques, on appelle ça des produits auxiliaires de teinture, qui vont avoir pour effet d'éviter des phénomènes de mousse, d'usure du tissu pendant qu'il va tourner dans la machine. Et donc ces produits chimiques, ils sont dosés en concentration. Et donc, nous, notre travail de concepteur de machines éco-efficientes, c'est de concevoir des machines qui vont utiliser le minimum d'eau. On appelle ça le rapport de bain. Quelle est la quantité d'eau que j'utilise pour quelle quantité de tissu traité? Et on propose des machines qui sont capables de travailler en fonction de la référence qui est prise, en rapport de bain divisé par 2, divisé par 3. Alors on se dit, ok, c'est beau, c'est des chiffres, mais qu'est-ce que ça représente pour une usine de teinture? Ah oui, concrètement. Donc on a fait une étude sur un projet qui est en cours de développement, sur une usine de teinture de taille moyenne, il y a une centaine de teintures en France. Oui, il y a une industrie textile qui va au-delà du masque. Sur une usine de teinture, lorsque on met en œuvre ce genre de technologie, en particulier la teinture sur autoclave rotative, on va économiser l'équivalent de 36 piscines olympiques par an. Ah oui, ça commence à c'est parler. l'équivalent de 2500 tonnes de CO2 parce que cette eau, on travaille à chaud, en haute pression, donc c'est de l'eau qui est chauffée par de la vapeur à 130 degrés. Si on économise de l'eau, on économise de la chauffe. Si on économise de la chauffe, on économise de l'énergie. Et donc l'équivalent, c'est 2500 tonnes de CO2 par an pour une usine. Oui, c'est quand même juste énorme aussi. Hein. Décidément, les gains qu'on peut obtenir sont monstrueux. Oui, et c'est ce qui nous intéresse, c'est que du coup, on travaille sur des machines à très haute performance et qui sont rentables. Parce que ces économies d'eau, c'est de l'économie sur le prélèvement de l'eau. Parfois, certains industriels, lorsqu'on est en période de nappe phréatique basse, peuvent être alimentés par des circuits urbains, vont rejeter soit dans des circuits internes qui ont un coût d'exploitation, soit dans des circuits communaux, collectifs qui ont un coût d'exploitation. Ils vont économiser des produits auxiliaires de teinture et finalement, on se retrouve avec des machines qui ont une très belle rentabilité. Et alors, quand on fabrique des machines comme ça, enfin quand on les conçoit et qu'on les fabrique, ça passe par quoi? Je dis un gros boulot de R&D? Alors notre travail, effectivement, nous sommes basés aux Échets, à Miribel, donc au cœur de la région textile historique française, hein, avec au tout départ les soieries de la Croix-Rousse. Donc on a un travail de collaboration avec nos clients pour développer les machines. Donc on passe par un bureau d'études qui va concevoir les machines, alors soit sous forme d'évolution fonctionnelle de nos machines, soit de génération de nouvelles technologies en collaboration avec des grands noms de l'industrie textile. On a un certain nombre de projets qui sont en cours. On va ensuite acheter les différents composants de ces machines et on va ensuite les monter dans nos ateliers pour les mettre en œuvre sur les sites de nos clients. Et on travaille beaucoup dans la région, en France, sur les 3 bassins textiles, hein, qui sont la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Nord et les Vosges, le Grand Est. C'est compliqué, de trouver les composants justement qui vont bien, qui répondent à vos exigences? On a de plus en plus des difficultés d'approvisionnement avec, alors on achète 95% en France, mais nos distributeurs ou nos fournisseurs s'approvisionnent eux-mêmes en France, en dehors de la France, en Europe, et il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent d'un peu partout dans le monde. Et donc oui, c'est de plus en plus compliqué, oui, avec parfois des devis qui ont une durée de validité de 24 heures. D'autres, alors quand ça n'est pas les deux, avec des délais de livraison inconnus. Et là, quand j'appelle mon client pour lui dire ta machine, tu l'auras je sais pas quand, et il me rigole au nez, il me dit tu vas trouver une solution. Ouais. Donc c'est beaucoup de travail, oui. Mais voilà, et le fournisseur vous dit, et pareil pour les composants, vous les aurez un de ces 4, mais il faut payer tout de suite. Également. Évidemment. Dans cette démarche, on va dire d'éco-conception, enfin c'est plus que de l'éco-conception, parce que c'est de l'éco-conception d'un produit écolo. Oui. On va le dire comme ça. Vous vous inspirez de choses qui sont faites ailleurs ?
il y a plusieurs choses. Il y a au centre de nos préoccupations, il y a les besoins de nos clients. Il y a leurs préoccupations, leur rapport de bain, leur coût d'exploitation. Ils font face à des challenges de compétitivité par rapport à des marchés asiatiques, par exemple, qui proposent pas vraiment la même chaîne de valeur par rapport à ce qu'ils font. Sur de l'habillement, on va avoir les volumes en Chine et on va avoir le réassort qui va être fait par nos clients en France. Le réassort, c'est beaucoup plus compliqué que de produire des milliers de mètres, toujours la même couleur pendant des semaines et des semaines. Le réassort, il faut trouver exactement la couleur. Donc ils sont soumis à des contraintes réglementaires, environnementales, différentes. Des difficultés aussi de recrutement. Et donc nous, notre travail, c'est de faire des machines qui vont leur permettre de faire ces réassorts lorsqu'on parle de l'habillement, ou qui vont leur permettre de développer les produits à très forte valeur ajoutée sur des matériaux souples techniques, par exemple. Et donc ces machines, c'est avant toute chose la retranscription du besoin du client, l'écoute de ses besoins et après l'utilisation de notre savoir-faire pour transposer son besoin en finalement une machine simple, robuste, qui va être exploitée pendant plusieurs décennies. Ouais, c'est des machines qui tournent beaucoup, quand même. Oui, pour que ce soit rentable, il faut tout à tourner fait. beaucoup. Il faut que ça tourne. Nos clients sont très souvent en 3/8, en 5/8, parfois avec des interruptions sur certaines périodes de l'année. Mais oui, ça doit tourner, si possible, 24 heures sur 24. Alors, concevoir et produire des machines neuves, écologiques et propres, ok, dont acte, Oui. ça marche. Mais on peut aussi faire du rétrofit. Vous faites ce genre de choses ? Exactement. On a l'opportunité de pouvoir, en fonction de l'évolution des marchés de nos clients, il y a certaines machines qui sont adaptées à certaines fabrications. Et donc, si ces marchés évoluent, on peut avoir l'opportunité. En général, c'est nos clients qui nous appellent en disant tiens, je vais citer 3 technos, machine ronde, machine longue ou autoclave. J'ai une autoclave dont je ne me sers pas trop. Est-ce que ça t'intéresse ? Hop, on va la lui racheter à un prix qui va lui permettre, lui, de prendre un peu de trésorerie. Et nous, cette machine, on va s'en servir pour la mettre au goût du jour, la moderniser et pouvoir la proposer comme une machine rétrofitée qui va également avoir l'avantage d'être un petit peu moins chère qu'une machine neuve. Parce qu'on va pouvoir réutiliser toute la cuve qui est le composant le plus cher. C'est des équipements sous pression, directives des équipements sous pression, il y a de la norme, il y a tout un tas d'aspects qui rentrent en considération. Et donc finalement, c'est bien pour le client initial parce qu'on le débarrasse d'une machine dont il n'a plus besoin. C'est bien pour nous parce que économiquement, ça nous permet d'acheter une cuve pas trop chère et de la rétrofiter. Et c'est bien pour le client qui va racheter cette machine parce que c'est une machine qui va pouvoir retravailler pendant 25 ou 30 ans. Quoi. C'est une autre façon de faire de l'économie circulaire, finalement. Laurent Chiria, c'est une inspiration pour d'autres bonnes pratiques pour une prochaine édition du guide, ça presque. Oui, enfin, il y a plein de choses de toute façon qu'on peut faire et dans les bonnes pratiques existantes, il y a effectivement ce qu'on appelle le rétrofit, le remanufacturing quand on en parle et en fait ça existe, ça commence à se répandre de façon importante, y compris dans les composants de remanufacturing de gros roulements. Un gros roulement, c'est aussi beaucoup de matière, il tourne régulièrement, mais le reprendre, le rétrofiter, lui redonner des caractéristiques identiques, puis après éventuellement on va même jusqu'à louer des heures de roulement sur des engins les tunneliers, les gros, plutôt que de après les mettre au rebut, on récupère et en fait on les fait travailler par des heures où on les remanufacture complètement. Et puis ça c'est un point qui est important. Et puis après il y a tout ce qui est effectivement, j'aime bien ce qui vient d'être dit parce que notamment sur les économies d'eau. On parle beaucoup d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique, mais l'eau, en fait, est un point qui est très important. Et les économies d'eau, alors il y en a pour les machines textiles, effectivement, mais il y en a dans plein de procédés industriels. Et faire des économies d'eau, y compris dans des process, par exemple dans les fabrications de fixation, où il y en a qui ont changé des procédés de traitement de surface, etc., pour essayer d'avoir des procédés qui consomment nettement moins d'eau. Et c'est la même chose, ils ont changé et on parle en économie d'eau de plusieurs piscines quand même olympiques. C'est la même chose, on a les mêmes références parce que c'est visuel, sinon on ne se rend pas compte. Mais c'est un axe qui, à mon avis, n'est pas assez développé. En tout cas, on n'en parle pas assez. Et on parle beaucoup d'efficacité énergétique et peu des économies d'eau. Et il y a ça aussi dans le côté environnemental. On en reparlera une autre fois dans un autre On poursuit la conf avec le CETIM. Merci à vous deux. Merci. Attends, bouge pas, c'est pas fini.